C'est un phénomène qui suscite un engouement sans précédent chez les jeunes. 250 millions de joueurs depuis sa création en 2017 et même des championnats du monde qui ont été organisés l'été dernier à New York. Mais ce jeu amène de nombreuses craintes et de nombreuses questions chez les parents suite à l'addiction et à l'argent inséré, notamment pour avoir de meilleurs accessoires, de meilleurs costumes. Est-ce que ces craintes sont fondées et comment limiter les risques réels ou fantasmés ? Pour en parler avec nous, Élise, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue en addictologie. À vos côtés, Odin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes passionné de jeux vidéo. Odin, je me tourne vers vous pour commencer. Quel est le principe du jeu Fortnite et quel est le prix pour y jouer ? Alors déjà, Fortnite est un jeu entièrement gratuit. Donc n'importe qui peut y jouer à partir du moment qu'il a un ordinateur, une console ou un téléphone portable. Après, le jeu est très simple. C'est 100 joueurs qui sont largués, parachutés sur une île et il doit en rester plus qu'un à la fin de la partie. Sachant que vous dites que le jeu est entièrement gratuit, mais je le disais en introduction, on peut customiser, rajouter des accessoires, rajouter des costumes. C'est là où l'argent est mis dans le jeu. Exactement. Après, tous ces accessoires et ces costumes ne dépendent pas, n'ajoutent pas de bonus en partie. C'est juste un aspect graphique supplémentaire pour les joueurs. C'est un petit plaisir pour eux, quoi. Il est accessible à tous les joueurs, à tous les enfants ? Oui, alors normalement, il y a une indication, je crois que c'est moins de 12 ans pour y jouer. Donc après, voilà, à partir de 12 ans, n'importe quel joueur peut y jouer. Élise, qu'est-ce qui rend ce jeu si différent et pourquoi on en parle autant ? C'est un phénomène de mode déjà, donc voilà, forcément quand quelque chose est à la mode, on en parle beaucoup et tout le monde y joue. Il y a le fait, comme l'a très bien dit Odin, qu'il soit gratuit et qu'il soit accessible sur pas mal de supports. Il y a un côté communautaire, il y a un côté réseau social, donc les jeunes, les enfants, les adolescents peuvent y jouer ensemble, même s'ils ne sont pas sur les mêmes supports, donc ça c'est intéressant pour eux. Il y a le côté aussi cours de récréation, c'est-à-dire que les enfants, les adolescents en parlent entre eux du jeu, même en dehors en fait, de ces temps de jeu. Il y a le côté lieu tiers aussi, qui fait que c'est un autre lieu, où, même s'il est virtuel, mais il n'empêche que c'est un autre lieu où les enfants ou les adolescents peuvent se retrouver, peuvent échanger, peuvent jouer ensemble. Sans la surveillance d'adultes, quoi. Oui, mais c'est le principe de jeux vidéo, il y en existe des dizaines comme ça, Odin. Alors oui, alors juste que Fortnite apporte un nouvel aspect, c'est que chaque saison dure 2 mois, donc on appelle chaque saison un joueur peut suivre l'histoire de Fortnite, donc les joueurs vont s'accrocher à cette histoire. Donc on a vu dans les premières saisons, on a suivi un cube qui s'est déplacé tout le long de la map, donc les joueurs s'accrochent aussi à cette petite histoire de Fortnite. Donc il y a un aspect en plus du jeu, un peu histoire du jeu en même temps. Donc voilà, donc là très récemment on est passé sur le chapitre 2 où tout le jeu a été refait presque de A à Z, quoi. Donc, voilà. Élise, quels sont les risques liés à la pratique de ce jeu Fortnite ? Alors, il y a des risques qui sont inhérents à tout ce qui est activité excessive d'écran, des risques somatiques, déjà, tout simplement, par rapport à la vue, par rapport aux yeux, par rapport au fait de garder la station assise trop longtemps, donc par rapport à la sédentarité, par rapport aussi quand la personne joue trop longtemps ou reste d'une manière générale trop longtemps devant un écran, par rapport à l'alimentation. Beaucoup de junk food, de choses comme ça, ou un décalage au niveau des rythmes, risque par rapport au sommeil. Voilà, il y a aussi des tendinites, ça, on a vu aussi des tendinites dues à trop de manettes, trop de choses comme ça. Bon, là on est vraiment dans des cas extrêmes. Il va y avoir des risques qui sont associés à tout ce qui est jeux en ligne ou réseaux sociaux, donc le risque de faire des mauvaises rencontres, tout simplement, parce que on peut facilement se cacher, tromper sur son identité quand on est sur des jeux en ligne ou des réseaux sociaux. Donc le risque de mauvaises rencontres. Et puis aussi le risque de jeu excessif et potentiellement d'addiction. Je vais vous poser la question à tous les deux, mais est-ce que Fortnite, c'est un jeu qui est autant addictif que les autres jeux, comme FIFA, comme Call of Duty, comme GTA ? Alors, on sait que Fortnite est un jeu qui est plus addictif. Actuellement, j'ai regardé les statistiques. Au niveau des consultations pour addiction aux jeux vidéo ou troubles du jeu vidéo, 80% concernent Fortnite.
Alors, il y a le côté jeu à la mode, phénomène de mode, qui fait que forcément, il y a plus de joueurs, etc. Mais ce jeu est extrêmement bien fait. Il y a, comme disait Audin, il y a tout ce qui est renouvellement très régulier. Donc, on ne peut pas se lasser, en fait. C'est un univers qui est, qui dure tout le temps, qui est permanent. C'est-à-dire que même si on ne joue pas, le jeu continue, il n'y a pas de fin aux parties. Donc voilà, on a envie de continuer à y jouer tout le temps. Et puis, il y a tout un système de frustration, joie, récompense avec une sécrétion de dopamine. Donc il y a aussi des phénomènes physiologiques qui font que ce jeu peut potentiellement rendre accro. Après, je mettrai un bémol, on peut dire que pour 90% des joueurs, il n'y a aucun problème d'addiction. Voilà. Par contre, entre 5 et 10%, où là, ça peut être problématique, mais généralement, il y a un contexte qui est particulier, et puis peut-être aussi des vulnérabilités qui sont propres à la personne, quoi. Vous faites le même constat, Audin ? Alors, moi, je mettrais juste un petit bémol. Alors, oui, Fortnite, en ce moment même, est un jeu plus addict que les autres, mais on a pu voir quelques années en arrière que World of Warcraft a été aussi un jeu très addict pour certaines personnes. Candy Crush sur les téléphones mobiles a été aussi addict pour certaines personnes. Donc, en ce moment, oui, Fortnite est plus addict qu'un autre jeu, mais est-ce que ça va durer sur du long terme ? Un autre jeu risque de le remplacer dans les années à venir, donc c'est pour ça qu'il renouvelle aussi, donc il faut faire attention, mais plus addict en ce moment, oui, mais pas forcément sur du long terme. Pour que le jeu fonctionne, il faut que dès la première partie, le joueur soit captivé et au final, c'est possible qu'il ne pense plus qu'à cela. Ça vous est déjà arrivé personnellement ? Alors non, c'est un jeu qui reste assez compliqué quand même si le principe est très simple. Maintenant, de plus en plus de joueurs y jouent. Donc, dès ces premières parties, c'est compliqué de devenir accro dans le sens où on va tomber contre des personnes qui vont être beaucoup plus fortes que nous et on peut être aussi très vite dégoûté par le jeu. Voilà. Et au final, il peut même faire partie de sa vie sociale, de son identité ? Ah oui, complètement. Il ne va pas du tout s'agir de diaboliser le jeu vidéo d'une manière générale, ou Fortnite en particulier, parce que oui, ça peut être un élément de socialisation, ça peut participer à la construction identitaire de l'enfant et de l'adolescent, et de toute façon, comme toute chose, que ce soit un comportement ou un produit potentiellement addictif, ça apporte quelque chose. Sinon, les personnes n'y retourneraient pas. Ça, c'est évident. Après, c'est comme tout, c'est dans l'excès qu'il y a un potentiel danger, en plus des risques au fait, quand même, je le redis, il peut s'agir d'une fois il peut avoir une seule fois où la personne joue et où elle fait une mauvaise rencontre, et bon, voilà, c'est un danger qui existe. Mais sinon, c'est vraiment une question d'excès, quoi. Mais bien sûr, ça peut être quelque chose de très, très valorisant pour un jeune, le jeu vidéo, parce que contrairement à la vie de tous les jours, si on travaille beaucoup dans la vie, et si on est nul en maths, par exemple, on a beau travailler énormément, on n'aura pas forcément une bonne note. Alors que dans le jeu vidéo, d'une manière générale, si on travaille beaucoup, entre guillemets, dans le jeu vidéo, on aura une récompense. Il y aura quelque chose de positif. Donc, bien sûr, ça peut être extrêmement valorisant, participer à la quête identitaire et être un facteur de socialisation. Comment les parents peuvent accompagner les enfants dans cette pratique de jeu et peut-être mettre un cadre ? Le premier conseil que je pourrais donner aux parents, ce serait de s'intéresser au jeu de leur enfant, de s'intéresser à ce qui plaît à l'enfant, à l'adolescent dans le jeu vidéo, voire même d'y jouer, voire même de tenter d'y jouer. Parce que voilà, c'est quelque chose qui est important dans la vie de leur enfant, donc c'est bien que le parent s'intéresse à ce qui intéresse l'enfant. Donc déjà, s'y intéresser. D'autre part, je pense qu'il faut que le parent se rende compte, et ça, il ne peut pas le faire sans s'y intéresser, justement, des risques, des dangers potentiels, et qu'il convient d'en parler à l'enfant. Voilà. Et peut-être même de partager ça avec l'enfant, de dire, voilà, d'après toi, quels pourraient être les risques ? Est-ce que tu trouves que tu joues pas un petit peu trop ? Est-ce que tu trouves pas que tu vois moins tes copains ? Des choses comme ça. Être peut-être, en discuter avec le jeune, avec son enfant, pour que l'enfant lui-même s'aperçoive des risques et des excès potentiels, des dangers potentiels. Y avoir un temps limité également ? Alors, il y a aussi effectivement des règles, des limites, mais je pense que ce qu'il convient de faire, c'est pas de mettre une limite de manière arbitraire, parce que
parce que c'est arbitraire justement, mais peut-être de définir les temps de jeu avec l'enfant. Et ça me semble essentiel effectivement de limiter les temps de jeu, mais de le définir avec l'enfant. C'est-à-dire peut-être qu'en fonction des jours de la semaine, ça va être différent, entre les jours où il y a école, où il y a collège, où il y a lycée, ou alors les jours où c'est le week-end, ou les vacances scolaires, enfin voilà, peut-être que tout ça se soit défini. Il y a aussi des temps qui sont importants à respecter, les temps de coucher, les temps de lever, les temps de sommeil, aussi les temps de repas, parce que ça c'est quand même quelque chose qui est important, que ça puisse se faire en famille. Ce qui me semble aussi important, c'est que les supports sur lesquels le jeune joue, ce soient des supports qui ne sont pas dans la chambre de l'enfant. Parce qu'il ne faut pas être dupe, c'est un Fortnite et les jeux vidéo d'une manière générale sont faits pour que les personnes y retournent, y jouent beaucoup, y passent du temps, y dépensent de l'argent. Voilà, les créateurs de jeux vidéo ne sont pas philanthropiques, donc l'intérêt c'est de faire de l'argent. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est que les parents ne soient pas dupes. Le jeune va être systématiquement tenté de dépasser les limites. En plus, quand c'est l'adolescence, c'est typique, on dépasse les limites. Donc les parents vont devoir remettre le cadre. Mais quand le cadre est défini à la base par l'enfant et par son parent, du coup, l'enfant a peut-être plus tendance à le respecter parce que ce ne sera pas arbitraire, justement. Ce qui me semble donc important, c'est que les supports de jeu soient dans des endroits de passage, dans des pièces de la maison, dans le salon, dans des endroits où tout le monde peut y passer et où l'enfant ne va pas s'isoler dans le jeu. Moi, j'aimerais revenir aussi sur l'histoire de la limitation d'âge, le PEGI 12, qui est un conseil, en fait, qui est donné par les créateurs de jeux vidéo. On sait très bien que les joueurs de Fortnite, il y en a beaucoup déjà dès l'école primaire. C'est vraiment un phénomène dans l'école primaire, donc c'est très peu respecté ce PEGI 12. Et du coup, c'est vrai que si les parents, si les adultes autorisent l'enfant à ne pas respecter la règle du PEGI 12, c'est un petit peu compliqué après de demander à l'enfant de respecter une règle posée par les parents. Donc voilà, ça c'est vrai que ça me semblait aussi important à dire. Et puis, ce qui me semble, et je m'arrêterai là, également important à préciser, c'est le fait que le parent doit être attentif aux autres activités que fait l'enfant ou l'adolescent, que ce soit les activités extrascolaires, le sport, la musique, sortir avec ses amis, une pratique artistique, enfin voilà, peu importe en fait, mais qu'il y ait d'autres choses dans lesquelles le jeune, dans lesquelles l'enfant peut s'éclater, peut s'amuser, peut prendre du plaisir, et que ce ne soit pas uniquement restreint aux jeux vidéo. Vérifier aussi que les investissements scolaires soient toujours là, que les devoirs soient toujours faits, des choses comme ça. Ça aussi, ce sont des indicateurs en fait, pour voir que le jeu ne prend pas toute la place. Alors, il y a une autre question qui se pose. On en parlait juste avant. Il y a eu des championnats du monde, il y a des tournois qui sont organisés dans de nombreux pays. Et il y a même certains jeunes qui veulent en faire leur métier. Alors oui, travailler dans le monde du jeu vidéo, c'est possible. Joueur professionnel, très compliqué. C'est réservé à l'élite de l'élite des joueurs, comme un joueur de foot ou un joueur de hand qui va travailler tous les jours cette activité. Donc, ça va être vraiment réservé à certaines personnes. Par contre, travailler dans le monde du jeu vidéo, donc en tant que scénariste de jeu, manager, informaticien, donc créateur de LAN de jeux vidéo, donc c'est possible, c'est tout à fait à la portée de n'importe quelle personne qui ferait des études dans ce domaine-là. Vous le recommanderiez ? Alors, joueur professionnel, pas forcément, à en discuter avec les parents, son entourage et tout ça. Par contre, travailler dans le domaine du jeu vidéo, oui, pourquoi pas. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau de Parents Tout va bien proposé aujourd'hui par la Maison des Adolescents de la Meuse. Merci.